Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le supplément de Tech Café, l'épisode qui complète la veille hebdomadaire, quelque part considéré qu'il s'agit d'une forme de DLC, c'est à la mode dans les jeux vidéo, et ça va être à la mode maintenant durablement grâce à nous dans le monde du podcast. Vous avez le cœur de l'action de l'actualité de la tech dans l'épisode hebdomadaire et vous pouvez aller plus loin si vous êtes en manque d'actu tech et si vous voulez aller creuser les sujets un petit peu plus en notre compagnie avec le supplément. Dans cet épisode, on va notamment relayer les annonces de Hot Chips qui sont, comme son nom l'indique, parlent de composants, mais on va parler de plein d'autres choses, un petit peu d'intelligence artificielle, de réseaux sociaux. Vous allez voir, il y a plein de choses qu'on va aborder et la raison pour laquelle on a plein de choses à couvrir, c'est parce que Guillaume Poggiaspala a fait une sélection très importante de toute l'actualité tech pour votre plus grand bonheur et c'est pour mon plus grand bonheur que je retrouve donc Guillaume Poggiaspala pour cet épisode. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Eh ben écoute, ça va très bien. Effectivement, il y a beaucoup de trucs, puisqu'il y a eu Hot Chips, entre autres, effectivement. Toujours un plaisir, toujours un plaisir. J'aime le nom, tu vois, de l'événement. Hot Chips, comme ça fait très américain, c'est chaud. Et en couverture d'épisodes de Tech Café, pour ceux qui les voient dans leur app de podcast, c'est toujours un plaisir. Je suis Guillaume Vendée. Avant de dérouler toutes ces news de ce DLC de la tech, je me dois de vous rappeler quelques incontournables. Je vais aller très vite parce que vous le savez maintenant, mais Tech Café est un podcast gratuit que vous pouvez soutenir si jamais vous considérez que le contenu qui vous est apporté vous est utile, vous divertit, vous fait passer un bon moment. Si le rendez-vous est un de vos rendez-vous incontournables de la semaine, que ce soit dans les transports, durant le ménage, pendant votre sport ou tout autre moment où vous avez du temps d'attention disponible, venez nous soutenir sur patreon.com/techcafé pour profiter davantage tels que les flux le flux du podcast avec les épisodes sans la pub et surtout l'immense plaisir de vous garantir une durée de vie la plus importante qui soit pour Tech Café et puis évidemment il y a plein de points de contact, vous le savez, techcafé.fr pour commenter les épisodes sur les articles qui accompagnent leur parution. Vous pouvez également discuter entre vous et avec nous sur le serveur Discord et d'ailleurs pas forcément parler que de tech, on peut parler, c'est évident, de jeux vidéo, mais aussi d'autres sujets, notamment pour ceux qui veulent se serrer les coudes dans cette période de rentrée parmi les parents et ceux qui ont envie de profiter du temps qui est libéré parce qu'ils n'ont plus d'enfants à garder comme durant cet été, vous pouvez venir discuter sur le serveur Discord. Guillaume, sans autre forme de procès, passons à la couverture des annonces phares de Hot Chips avec les Tensor Processing Units de Google, les TPU, où tu voulais nous redétailler le fait qu'il y avait quand même de l'ingénierie, un peu d'astuce et beaucoup de Moore, à savoir beaucoup, j'imagine, de loi de Moore, Guillaume. Oui, on aimerait qu'il y en ait plus, mais justement, il faut s'adapter à cette loi de Moore justement qui ralentit et surtout aux nouveaux usages et ça force justement à s'adapter au maximum au workload au travail qui est demandé. Donc Hot Chips, c'était cet été, c'était du 27 au 29 août, donc cette conférence où tous les grands noms du semi-conducteur, en tout cas beaucoup, présentent soit des nouveautés, soit reviennent aussi sur leurs exploits passés un petit peu plus en détail. C'est ce qui a été fait chez Google avec Jeff Dean, pas James Dean, Jeff Dean, et Amin Vadat, donc qui sont de véritables rockstars chez Google, parce que ce sont des universitaires responsables de gros projets matériels et logiciels comme MapReduce, TensorFlow et les TPU, pour citer quelques exemples, donc des poids lourds. Et ils sont justement revenus sur les TPU, donc Tensor Processing Unit, ces puces qui permettent à Google de plutôt bien se débrouiller en IA sans avoir besoin d'acheter les puces Nvidia par camion entier comme tout le monde fait parce qu'ils ont leur propre truc et que ça marche en fait très bien. Donc il faut dire que pour le moment, on est sur un rythme de croissance honorable dans le secteur du deep learning de l'ordre d'un facteur 10 par an. Depuis 2018, c'est à peu près le rythme qu'on a par exemple sur la taille des modèles. Donc 10 fois plus gros chaque année. Et 10 fois par an, c'est quand même 100 fois tous les 2 ans, donc ça demande pas mal de boulot. Et il a déjà fallu pas mal bosser pour obtenir ces derniers 100 fois. Donc il a fallu créer des puces spécialisées, donc ces fameux TPU, qui ont démarré comme des accélérateurs pour le calcul matriciel, pur et dur, puis qui ont intégré au fur et à mesure des formats de nombres avec des précisions mixtes, qui ont été de plus en plus optimisés avec la possibilité de gérer des matrices creuses, etc., etc. C'est pas si simple. Les TPU V4 savent gérer de manière efficace donc ces fameuses matrices, qui n'ont que très peu de valeurs non nulles, ces fameuses matrices creuses. Donc en fait, il faut imaginer un tableau Excel où on a pratiquement que des zéros et quelques nombres par-ci par-là. Donc les zéros ne comptent pas, donc le calcul en fait il compte pas. Mais donc, il est plus pratique, plus efficace de prendre en compte que les valeurs non nulles, que les valeurs qui ne sont pas des zéros.
et donc prendre en compte où elles sont. Et donc ça demande d'aller les chercher, et donc il y a des sparse cores, pour les sparse matrix, qui sont spécialisés là-dedans, dans les TPU V4 et V5 par exemple, et c'est extrêmement important. De même, il y a l'énorme stress mémoire qu'implique le deep learning, amène à la recherche de RAM toujours plus rapide. Donc là, on est à la HBM3, voire la HBM3E, c'est jamais suffisant. En vitesse comme en taille, c'est jamais suffisant. Puis il faut mettre les modèles sur plusieurs accélérateurs, les interconnexions, il faut donc faire des interconnexions entre accélérateurs, entre serveurs. Maintenant, on les fait par liaison optique pour créer des réseaux ultra rapides. Et tout ça, c'est quasi impossible à faire tourner efficacement sans un refroidissement liquide. Et donc, on a du water cooling comme ça qui colonise tous les data centers, tous les centres de calcul, alors qu'avant, on pouvait tout faire avec de l'air normalement. Et tout ça, toutes ces innovations-là, c'est déjà fait. Donc du coup, les prochains 100 fois, qui viennent dans les 2 prochaines années quand même, ça va être assez dur à mettre en œuvre. Donc déjà, il faut essayer de tout rendre plus adaptatif, plus modulaire, pour mieux utiliser les data centers dans leur ensemble, en fait. Donc par exemple, pouvoir à la volée attribuer plus ou moins de ressources à un modèle donné, améliorer donc la communication entre les serveurs, entre les cœurs eux-mêmes. Une autre piste qui est probablement aussi celle suivie par OpenAI, c'est une forme de mélange d'experts, comme on en avait déjà parlé, puisqu'on pense que GPT-4, c'est pas un seul modèle, mais un groupe de modèles qui sont appelés en fonction de leur expertise sur tel ou tel sujet. Donc la taille totale de GPT-4 donc, est énorme, mais seule une fraction des poids est utilisée à un moment donné. Donc Google aimerait utiliser un principe un peu similaire, mais avec un seul gros modèle, donc un modèle généraliste, mais dont on n'utiliserait pas tous les poids à la fois. Donc seule certaines parties du réseau en fait seraient activées en fonction de la tâche en cours. Donc un modèle qui pourrait être énorme, mais qui nécessite pas autant de calculs que ça. Donc c'est une piste d'avenir, et puis d'ailleurs, nous-mêmes, quand on réfléchit, on n'active pas systématiquement et en permanence tous les neurones de notre cerveau, uniquement les parties qui sont pertinentes pour ce qu'on est en train de faire. Tout activer tout le temps, c'est complètement inutile. D'ailleurs, en aparté, je pense que c'est ce genre de considérations qui ont amené aux légendes urbaines selon lesquelles on utilise, tu sais, 10 ou 5%, ou je sais pas quel pourcentage de notre cerveau. Qui sont tellement répandus dans les formations et les développements personnels, et notamment Idriss Aberkan qui en a fait une approche pour nous convaincre qu'il y avait à travailler sur notre cerveau, effectivement. Ah oui, bien sûr. Oui, parce que si tu imagines, si on n'utilise que 10% de notre cerveau, on pourrait avoir des super pouvoirs si on utilisait 100%, quoi, tu vois. Exactement. Alors évidemment, c'est pas vrai. On n'utilise jamais 100% de notre cerveau simultanément, juste parce que c'est complètement inutile. Et que ça consomme beaucoup d'énergie pour strictement rien, d'ailleurs, mais bon. Au-delà de ces considérations macroscopiques, si on revient au data center, il faut aller aussi dans le micro-management, et en particulier pour les fréquences et les voltages des composants, surtout la mémoire, puisqu'il peut y avoir des fluctuations très importantes de charge, et ça donne des fluctuations importantes de voltage qui sont pas bonnes. Elles sont pas bonnes pour le refroidissement, elles sont pas bonnes pour la consommation, elles sont pas bonnes pour la durée de vie des composants non plus. Donc ils ont déjà commencé à mettre en place des mesures et des algos pour minimiser ça, et gagner 20% de consommation en moins et 10% de perf en plus là-dessus. Et donc, il y a aussi évidemment la contribution de la loi de Moore. On va utiliser du 5 nanomètres, puis du 3 nanomètres, puis du 2 nanomètres. Et évidemment, ça aidera bien à envoyer toujours plus de puissance. Mais on le sait, ça va pas aussi vite que par le passé. Donc, c'est pas gagné d'avance cette histoire de 10 fois par an. On voit bien que si tu veux que... Nous, on a l'impression que ça nous arrive comme ça, de manière, tu vois, des trucs plus puissants et plus incroyables tous les ans. On a l'impression que c'est naturel, que ça nous arrive exactement comme comme la feuille d'impôt tous les ans, mais ou la rentrée des classes, mais pas du tout. Donc, ça demande énormément de travail, ça pourrait ralentir un peu, d'ailleurs, le 10 fois par an, ça pourrait ralentir un peu. Et il faudra aussi peut-être changer un peu de paradigme, puisqu'on va passer peut-être à des architectures plus exotiques, exprès pour l'IA, qui est une charge de travail vraiment très particulière. Et en particulier, il y a tout le domaine du calcul in-memory, du calcul in situ, en quelque sorte, qui est aussi une autre tendance qu'on voit arriver. Intéressant. On va continuer, Guillaume, avec les composants, au-delà des TPU de Google. Justement, puisque avec le deep learning, vous avez à peu près compris, je pense, la mémoire est littéralement au cœur de toutes les préoccupations. On rappelle que les gros modèles d'IA sont littéralement énormes. Ils sont constitués de centaines de milliards de valeurs qu'il faut non seulement loger en mémoire, mais aussi il faut faire des calculs dessus. Donc on veut toujours plus de RAM,
toujours plus rapide, et les constructeurs y travaillent. À Hot Chips, d'ailleurs, au passage, il y avait Samsung qui présentait ses nouvelles puces de DRAM DDR5 en 12 nanomètres, donc c'est des petites puces qui font 32 gigabits chaque, et en fait on en a mis autant que possible sur une barrette de DIMM pour faire des modules qui eux pourront aller jusqu'à 1 teraoctet. Alors ce qui est cool, c'est que la consommation est en baisse aussi, puisqu'un module DDR5 de 128 Go avec cette nouvelle RAM consommera 10% de moins qu'un module de 16 Go de la génération précédente. Donc pour le big data, les grosses bases de données, le HPC, tout ça, c'est une super nouvelle. Pour le deep learning, malheureusement, c'est encore un peu juste, mais c'est pas tant au niveau de la taille que de la vitesse. En fait, la bande passante, c'est un sujet cardinal du deep learning. Pourquoi ? Parce que les IA passent leur temps à balader, pour faire tourner des IA, on passe notre temps à balader des données de la RAM au processeur. Donc, parce que un modèle de langage qui fait, disons, 200 gigaoctets, c'est 200 gigaoctets de RAM à lire chaque fois pour chaque mot qu'on produit. Punaise. Pour chaque mot, 200 gigaoctets doivent être lus et donc transités par le bus pour aller vers le processeur, parce que les calculs ils se font sur le CPU. C'est très lourd, c'est assez inefficace, et c'est pour ça qu'on a des tentatives de faire autrement. Donc par exemple, on a la mémoire qui calcule avec SK Hynix. Donc SK Hynix, ils sont en train de proposer un nouveau modèle, parce que ce qu'on veut finalement, c'est arrêter de faire se promener les données un petit peu partout. Et pour ça, SK veut intégrer des micro-cœurs de calcul directement dans la RAM. Donc ces micro-cœurs, en fait, ils font qu'un seul truc. Enfin, ils font qu'un seul truc. Ils font qu'un type de calcul assez simple, ils font des multiplications et des additions sur les données qui sont proches d'eux. Parce que c'est comme ça, ce sera toujours ça de fait. Donc, non seulement le processeur central n'est pas amené à faire ces calculs-là, mais en plus, les données n'ont pas besoin d'être rapatriées. Elles n'ont pas besoin de bouger. Et donc, on n'aura pas besoin de balader les trucs, et donc c'est autant de bandes passantes en moins. Donc la mémoire est divisée en petits blocs, qu'ils appellent les banques, qui sont reliées chacune à une mini-unité qui fait les calculs basiques, qui fait aussi les calculs de la fonction d'activation d'ailleurs. Et évidemment, il faut savoir sur quoi faire les calculs. Parce que je veux dire, la matrice, en gros, on multiplie une matrice par quelque chose. La matrice, c'est dans la mémoire, mais le quelque chose, il faut bien le rapatrier, évidemment, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Donc, il y a une sorte de mini-assembleur pour la RAM. La RAM, il faut la programmer un petit peu, de manière assez simple. Donc, on a une sorte de mini-assembleur pour la RAM, on lui envoie le vecteur à traiter, on lui dit quelle portion de la mémoire est concernée, et après, tout se fait in situ, dans la RAM. Et donc, la RAM étant ce qu'elle est, on peut aligner les modules aussi. Et en plus, évidemment, tous les calculs sont super parallélisables. Donc en vrai, ça rappelle aussi pas mal la vision de Cerebras, mais en plus cheap. C'est vrai que ça m'y fait penser dans la description que tu faisais, effectivement. Exactement, et c'est plus cheap, ce qui est pas forcément mal en fait, parce que plus cheap, c'est vraiment moins cher, parce qu'un problème de Cerebras, c'est que c'est extrêmement cher. Cerebras, lui aussi, voulait son objectif original, c'était de charger la totalité, ou en tout cas une grande partie des poids directement sur le processeur, directement dans le processeur, et du coup, ça fait que le processeur a une mémoire interne énorme, donc il y a c'est comme s'il avait une mémoire cache énorme, ce processeur-là, de jusqu'à 40 gigaoctets maintenant, et du coup, il a aussi un nombre de cœurs absolument astronomique pour gérer tout ça. Et donc, ça fait un processeur qui est hors norme, d'une taille et d'un prix qui est absolument astronomique. Mais c'est quand même un peu la même idée, rapprocher les données des unités de calcul au maximum. Parce que, alors que la loi de Moore fatigue, il faut s'adapter et optimiser au mieux pour chaque type de boulot. Et les types de boulot, il y en a plein en fait. Il y en a qui accèdent à la mémoire de manière assez aléatoire comme ça, mais qui pompent pas énormément de ressources. Donc là, par exemple, c'est la taille de la mémoire cache qui va être importante. Dans les jeux vidéo, d'ailleurs, tout simplement, c'est très important. Et les jeux vidéo, ils accèdent à pas mal de mémoire et ils sont sensibles à la mémoire cache, ou peut-être mémoire cache, ou mieux c'est en général. Donc il y a d'autres types de calculs, il y a d'autres types de boulots qui font énormément de calculs, mais sur pas énormément de données. Donc du coup, il faudra des unités vectorielles super musclées, mais tu n'auras pas forcément besoin d'énormément de mémoire cache. Par exemple, c'est le cas pour l'encodage vidéo ou le calcul 3D, tu vois, qui font des données, qui font beaucoup de calculs, mais sur pas énormément de volume. Il y a il y a aussi d'autres boulots qui sont très peu parallélisables. Donc ça veut dire que ça sera sur un seul thread, et puis voilà. Donc il faudra des CPU ultra sophistiqués, avec des gros cœurs qui sont très doués en monothread. Le jeu vidéo un peu comme ça, puis il y a énormément d'usages, d'ailleurs les mainframes de chez IBM sont un peu orientés vers là. Et il se trouve que l'IA, le machine learning, a un profil très particulier et très emmerdant, puisqu'il fait des calculs arithmétiques assez simples, très prévisibles, très parallélisables, mais sur des masses énormes de données. Et ça met au défi un petit peu tous les composants, parce que, en fait, en gros, tous les composants qu'on a, c'est des architectures de von Neumann. Donc, les architectures de von Neumann, c'est les données et les unités de calcul sont séparées.
et ça transite via un bus. Et c'est comme ça qu'on fait depuis le début, en fait. Et il se trouve que c'est pas idéal pour le machine learning. Note bien que dans notre cerveau non plus, les données et le calcul sont pas séparés. Hein. Les neurones calculent, en quelque sorte, ils retiennent les données à la fois, quoi. Ils font les deux choses. Ok, c'est intéressant de voir que les ordinateurs continuent à faire évoluer un peu leur organisation et leur structure. J'ai l'impression que c'est un truc un peu récurrent d'ailleurs dans les épisodes que tu peux aborder, les épisodes supplémentaires avec ces machines bizarres, mais c'est intéressant. Toujours, et on le voit en fait, c'est-à-dire que c'est à des événements comme Hot Chips, qui sont des événements pro qui sont orientés vraiment vers le cutting edge pro, quoi, tu vois, et c'est vraiment là que tu vois et comment l'industrie s'oriente pour s'adapter aux nouvelles charges de travail, quoi. Ouais, celles qui sont à la mode, tout simplement. Et c'est intéressant de voir que c'est pas du tout figé dans sa structure, c'est intéressant. Bon, même si évidemment il y a des grands schémas qui se répètent et ça bouge pas comme ça en un claquement de doigts, mais c'est intéressant de suivre ces annonces-là. On continue, Guillaume, avec des nouvelles du côté de chez Intel, avec du mouse costaud. Oui, alors Intel, il était là à plus d'un titre. Alors, il était là, il a dévoilé bien sûr des infos sur ses prochains Xeon. Il a aussi dévoilé un nouveau type de processeur, un prototype. Un truc extrêmement bizarre, qui a 8 cœurs, mais 526 threads. Donc, 526 cœurs logiques. Alors ça, c'est du hyper super threading, ça, y a pas de problème. Ce truc s'appelle Puma, et Puma, c'est vraiment pas un processeur comme les autres, parce qu'en fait, c'est moins un processeur qu'un réseau. C'est un truc qui intègre un réseau directement en die. En fait, le processeur lui-même est un réseau, et un réseau photonique même. Alors bien sûr, ce truc peut lui-même un Puma peut même se mettre en réseau avec plein de ses semblables. Donc en fait, on peut aligner 16 sockets de Puma, et en fait, ça nous amènerait à 8448 cœurs logiques pour 512 Go de RAM, ce qui est pas rien. Et enfin, tout ça, pourquoi faire? Qu'est-ce que c'est tous ces cœurs logiques? C'est très très bizarre. Et en fait, tous ces cœurs sont censés communiquer entre eux pour analyser des volumes de données astronomiques et non structurés. Donc en fait, le but, c'est qu'on lâche un essaim de cœurs, de cœurs logiques, sur un graphe de données, et qu'on essaye en fait de lui faire résoudre divers problèmes sur ce graphe de données. Trouver des sous-graphes, trouver des boucles, réduire les graphes, etc. Alors tout ça, ça sonne comme des problèmes théoriques, ça l'est, mais en fait, ça s'applique à tout un tas de problèmes concrets, parce que finalement, plein de choses peuvent être mises sous la forme de graphes. Un graphe, c'est tout simple, c'est des sommets qui sont reliés qui sont reliés ou pas d'ailleurs. Et finalement, une base de données, un ensemble de pages web, des profils de réseaux sociaux, tout ça, ce sont des graphes. Donc, savoir gérer des graphes et des graphes massifs, c'est vraiment intéressant. Alors, Puma, globalement, il est là dans le cadre du Hive Challenge. Alors, Hive, ça veut dire ruche en anglais, et c'est vrai que c'est très évocateur. Alors, c'est aussi un acronyme qui veut dire Hierarchical Identify Verify Exploit. Donc c'est un projet pour améliorer le traitement des gros graphes, comme son nom ne le dit pas très très clairement. D'ailleurs, Puma est spécial, mais il est efficace pour ça. En moyenne, il est 129 fois plus efficace sur 5 tâches sur les graphes, comme les marches aléatoires, le comptage des boucles, etc. Donc Puma, c'est un autre exemple de changement de paradigme et de suradaptation à un contexte particulier pour aller beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait faire si on se contentait juste de la loi de Moore et de processeurs standards, quoi, tu vois. C'est un autre exemple. Bon, après, je sais que tu veux que je parle des Xeon, c'est ça que... J'aimerais vraiment beaucoup que tu parles des mouse costauds Xeon de chez Intel, absolument. Oui, alors évidemment, c'est vrai qu'arrivé assez tard, les derniers Xeon d'Intel, qui s'appellent les Sapphire Rapids, ont eu un petit peu de mal à créer la sensation, surtout face à la concurrence. Donc Intel en a dit plus sur la prochaine génération, et en fait, il y a il y en a deux, il y a deux familles, c'est la famille Sierra Forest et la famille Granite Rapids. Donc d'entrée de jeu, la prochaine génération passera à 12 canaux de mémoire. Donc oui, votre PC chéri est sans doute en dual channel. Alors si c'est pas le cas, faites-le, c'est dommage. Les futurs serveurs auront 12 canaux. Donc voilà, sur autant, voire 2 fois plus de slot DIMM en DDR5. Donc voilà, ça va être évidemment des trucs absolument énormes. On passe à 136 lignes PCI Express 5. Bon, rien que ça devrait multiplier par 3 la bande passante mémoire des machines. Et comme Sapphire Rapids, on aura une architecture en chiplet, donc c'est des puces modulaires, comme chez AMD d'ailleurs. Et comme les CPU grand public, les Granite Rapids intégreront des cœurs performance et des cœurs économiques. Donc on retrouve cette hétérogénéité P-Core, E-Core, qu'on connaît bien maintenant désormais, puisqu'elles sont dans les générations 12 et 13, et des corps. Et donc, les Xeon Sierra Forest, quant à eux, intégreront que des e-core, que des corps économiques. Les deux familles de Xeon auront donc des architectures qui seront vraiment différentes. Alors attention, c'est des e-core puissants quand même, puisque les cœurs Xeon
restent puissants. Ils intègrent un décodeur d'une largeur de 6 instructions, donc ils sont quand même assez larges, quoi. L'AVX et le BF16 seront de la partie. On pourra avoir jusqu'à 144 de ces petits, entre guillemets, cœurs dans un Sierra Forest. Et bon, les deux variantes seront gravées en Intel 3. C'est-à-dire en 7 nanomètres. Hein. En gros, c'est l'ex 7 nanomètres. Donc les cœurs performance, les cœurs P, eux seront les seuls à offrir l'AMX. L'AMX, c'est les unités de calcul matriciel, donc pour accélérer le deep learning en particulier. À ce propos, il y a quand même une news intéressante qui va concerner aussi le grand public, c'est la naissance d'AVX10. Alors, si on veut résumer très vite, AVX10, c'est AVX 512, mais en 256 bits. Bon, dit comme ça paraît être un petit peu, pas très clair, alors je vais expliquer. Tous les CPU depuis, je sais pas, la génération des Core numéro 2, ont des extensions vectorielles qui sont dites AVX et qui permettent de manipuler 256 bits à la fois. Alors, jusqu'à tout de suite, tous les cores sont équipés d'AVX2. Il existe une variante pro d'AVX qui a fait d'ailleurs un bref saut dans le grand public avec la génération 11, c'est le AVX 512. Ça n'a pas été très populaire en fait, les cœurs d'Intel chauffaient trop pour pouvoir vraiment intégrer ces nouveaux registres et les utiliser efficacement. Donc c'est des registres qui sont 2 fois plus gros que ceux d'AVX2, ce qui est super, mais qui faisaient tellement chauffer le processeur qu'ils n'étaient pas très utiles en pratique. Par contre, ils apportaient aussi d'autres fonctions très pratiques, en plus des registres doubles, il y avait d'ailleurs 2 fois plus de registres, et du coup, c'était meilleur qu'AVX2, même en 256 bits. Donc l'idée d'AVX10, c'est de marier les avantages d'AVX 512, mais sans les registres problématiques de 512 bits, et donc en fait, ce sera des registres de 256 bits, mais il y en aura plus, il y aura plus de fonctions, etc. Donc pour faire simple, c'est une nouvelle version d'AVX qui devrait accélérer pas mal de trucs, pas mal de boulot vraiment très courant pour le grand public, pour un petit peu tout d'ailleurs. Et donc voilà, donc les prochains Xeon, plus de cœurs, plus d'offres, donc parce qu'on voit bien qu'avec ces deux familles, on n'a pas exactement les mêmes cibles, plus de fonctions, plus de bandes passantes, voilà, nouvelle génération de Xeon est prometteuse, d'ailleurs, au point même de faire de l'ombre à la génération en cours, parce que la prochaine génération Xeon arrive assez vite, au premier semestre 2024. J'avais l'impression qu'il y avait des plus gros enjeux que ça et qu'ils étaient plus challengés que ça, Intel. Là, ça donne l'impression que... Ils sont challengés. Oui, alors ça donne l'impression quand même qu'ils ont quand même du matos, qu'ils en ont sous la pédale. Ils en auront. Mais ils sont très challengés. Et d'ailleurs, notamment, du challenge, il y en a aussi du côté d'ARM. Oui, parce que ARM était à Hot Chips pour parler de son offre serveur. Donc ARM est en pleine IPO. On en a parlé la semaine dernière. On a récemment appris qu'Apple et Samsung allaient investir entre 25 et 100 millions de dollars dans ARM. On n'a pas les détails. Ça placerait la valuation d'ARM autour des 50 milliards. Donc c'est un petit peu moins qu'espéré. Bon, rien n'est joué, on en reparlera. Il y a Nvidia d'ailleurs qui participe à ce truc. C'est rigolo. Qui avait envisagé de le racheter pendant un temps. Oui, mais de toute façon, je pense qu'à peu près tout le monde va investir dans ARM, moins pour les retours sur investissement que pour occuper le terrain, et pour éviter que le truc se fasse racheter. Voilà, et garantir qu'il soit trop concentré, effectivement. Ouais. Mais bon, donc cette IPO doit aussi attirer les investisseurs, on l'a dit, et ARM doit montrer qu'il est plus qu'un simple designer de puces mobiles, entre guillemets, parce que c'est déjà énorme, mais il doit être sur tous les terrains, en particulier sur celui très lucratif des serveurs. Et donc il a une gamme qui s'appelle Neoverse, de CPU qui sont dédiés à ça, donc c'est d'ailleurs des Neoverse V2 qui sont utilisés pour la partie CPU des GH100, les fameux Grace Hopper de chez Nvidia, les GH100 qui sont les véritables rockstars du moment, puisqu'elles s'arrachent à prix d'or avec la fièvre de l'IA, tout le monde en veut de ces trucs. Et donc, à côté des Grace Hopper optimisés pour le deep learning, on a des puces Grace, les CPU qui sont des puces Grace, qui sont en fait des Neoverse V2, avec 70 cœurs par puce. Donc dans le détail, ça tourne avec de la LPP DDR5X et d'après Nvidia, ça aurait des performances 40 fois meilleures par rapport à l'offre comparable d'AMD et les performances par watt du data center dans son ensemble, si on l'équipe uniquement de rack Nvidia, sera en moyenne dans les 2 fois supérieures. Bon, ça sera vérifié, c'est Nvidia qui le dit. Mais bon, ça montre quand même que l'architecture Neoverse, c'est au minimum compétitif. C'est pas ridicule du tout. Mais bon, ARM était pas tellement à Hot Chips vraiment pour parler en détail de ces cœurs Neoverse, mais même plutôt de son offre clé en main de processeurs professionnels. Parce que normalement, ARM conçoit des designs de puces, des briques fonctionnelles en fait, même plus, qui sont généralement tout ça est très modulaire et personnalisable. C'est une marque par exemple peut choisir de n'utiliser que le langage ARM et concevoir totalement sa propre architecture, c'est ce que fait Apple ou Qualcomm. Et il peut aussi utiliser des cœurs de processeurs, mais pas la partie graphique.
Ou alors prendre un design de processeur, l'adapter un petit peu à ses besoins en termes de performance, de connectivité, comme font par exemple Mediatek, etc. Bon. Donc tout ça c'est cool, il y a plein de liberté, mais du coup c'est du boulot, parce que du cahier des charges à l'usine, et le produit fini, il y a une longue chaîne et beaucoup de travail d'ingénierie. Donc en face, chez Intel ou AMD, tu achètes un CPU et voilà. Tu as une gamme avec quelques variations, tu choisis, tu as une puce qui marche et basta. Tu as moins de liberté, mais c'est tout de suite opérationnel. ARM veut essayer d'être entre les deux, sans aller jusqu'à dire qu'il va proposer directement ses propres Xeon. Il va faire des offres avec plus de boulot pré-mâché. C'est le package qu'ils appellent les CSS, alors ça veut dire Compute Subsystem, ça n'a rien à voir avec les CSS du web évidemment. Donc ARM a désormais 3 branches d'offres serveurs, la série V, N et E. Alors le N c'est comme normal, c'est moi qui le dis, mais en fait c'est un peu ça, puisque c'est pour le mainstream. Le V c'est pour Vector, là aussi c'est moi qui le dis, mais c'est la série effectivement qui se dessine le plus au calcul de performance, au calcul mathématique lourd, etc. Et le E, c'est pour économie, quoi. En tout cas, c'est la série qui aussi, mais c'est la série qui optimise le débit à consommation réduite. Voilà, donc c'est cette idée-là. Et donc dedans, on a donc des Neoverse. Alors voilà, c'est les V1, les V2, les N1, les E1, etc., etc. Donc ils ont tous des noms de code très classe d'ailleurs, comme Ares, Perseus ou Poséidon. Tout ça est très mythologique, dis donc. Non, carrément. Et voilà, ils ont et donc un constructeur peut opter pour avoir un CSS V2 comme Nvidia et le prendre tel quel en choisissant le nombre de cœurs, ce qu'il veut, ses petites interconnexions, etc. Et puis là, un CPU fonctionnel et boum, quoi, voilà, enfin presque. Et donc d'après ARM, le système des CSS, donc de la signature des papiers à la mise sur le marché, avec un CSS, on peut économiser l'équivalent de 80 ans de travail d'un ingénieur. À diviser évidemment par votre nombre d'ingénieurs, bien entendu. Mais d'habitude, c'est des centaines. Et donc, ça économise pas mal de temps. Et ARM se lance dans le détail. Après, évidemment, il détaille. Il détaille bien entendu ce qu'il y a dans les puces M2, qu'est-ce qu'on peut personnaliser, tout ça. On va pas se lancer trop là-dedans. Mais voilà, il faut retenir que ARM veut se faire une place sur le marché serveur en équilibrant un peu la facilité avec la liberté, que ça pourrait lui réussir, puisque il y a plus de 10 ans qu'on nous promet des CPU ARM qui prennent d'assaut les data centers. 10 ans je ne pensais pas que ça datait d'il y a autant de temps. Okay. Oui, largement. En fait, ça fait au moins 10 ans qu'on dit que ARM pourrait être un danger pour Intel, etc. C'est pas vraiment arrivé. Un petit peu tout le monde a essayé de mettre en place des CPU serveurs, même Qualcomm, et mis à part Cavium, il n'y a pas eu trop de succès. Et finalement, le seul qui a un peu surnagé, c'est la gamme Neoverse, qui est utilisée dans les serveurs Amazon, sur les Gravitons. Et finalement, ARM compte capitaliser apparemment sur ce succès pour essayer de faire son trou. Ok, 10 ans, je me rendais pas compte, mais en même temps, je me rends compte quand on fait des épisodes été rétrospectifs que le temps passe très vite, mais effectivement, 10 ans à l'échelle de la tech, c'est quelque chose. Merci Guillaume pour cette petite sélection autour de Hot Chips. On va continuer avec une section notamment intelligence artificielle, mais pas que, avec Anguilla, alors je le prononce d'ailleurs peut-être très mal, c'est le sujet que j'ai vu remonter comme étant le sujet un peu cocasse, exotique, qu'on n'avait pas vu venir, qui met en lumière le poids que représente l'intelligence artificielle, avec un angle insoupçonné, Guillaume, comme toujours, celui des extensions de noms de domaine. Oui, moi je suis un grand naïf, depuis des mois je vais sur des sites en .ai, stability.ai, il n'y a plus que ça, des trucs en .ai. Intelligence artificielle, c'est ça? Ouais, donc vu l'app de l'IA en ce moment, moi c'était logique, et ils font des noms en .ai. Sauf qu'en fait le suffixe .ai c'est celui d'un territoire en fait, comme le FR génial. Ou le UK. Le .fr, le .uk c'est pareil. .ai c'est le nom de domaine de premier niveau, comme on dit, de l'île d'Anguilla. C'est un territoire d'outre-mer britannique dans les Caraïbes. Et sur l'île, il témoigne qu'en effet, le nombre de demandes pour leur nom de domaine a explosé ces dernières années. Le domaine en AI, donc à .ai, leur a rapporté 7,4 millions de dollars en 2021, et ça va être plutôt dans les 30 millions cette année. Donc c'est cool, parce qu'ils sont que 15 000 sur l'île, donc ils se plaignent pas. Ça leur fait un impôt offert. Donc c'est une manne qui est bienvenue, qui pourrait ne pas durer éternellement, parce que effectivement, il pourrait y avoir effectivement une baisse, on va dire, de cette popularité, mais enfin pour les 2 ou 3 ans qui viennent, je pense qu'ils sont assez tranquilles. Et puis tout ce qui est pris n'est plus à prendre, et ça fait déjà un beau pactole qui se cumule. Effectivement, la tendance est pour eux, qu'ils en profitent, ils ont bien raison. On avait parlé dans un épisode récent de Tech Café, c'est la semaine dernière si je dis pas de bêtises, Guillaume, forcément pour la rentrée, de BeFake, cette application qui, sur le même principe que BeReal, mais en même temps aux antipodes, vous permet de vous prendre en photo avec
de la génération d'artifices graphiques par intelligence artificielle pour vous montrer sous un angle que vous ne vous partagerez pas dans la réalité. Et c'était carrément novateur. Après, à chaque fois qu'il y a ce type de solution de type réseau social, on se pose la question, Guillaume, est-ce que c'est le futur réseau social ou est-ce que ce n'est pas juste une fonctionnalité qui peut être piquée? Écoute, on va dire que la question elle est vite répondue parce que on l'avait pressenti, quand on parlait de BeFake, évidemment que Snapchat va introduire des selfies génératifs. Ça s'appelle Dreams. Ça va s'appeler Dreams et c'est pour imaginer un nouveau toi. Je cite. Bon, ça s'imagine avec Stable Diffusion, ce truc probablement. Donc tu prends un selfie et puis à coup d'IA, tu deviens un fier viking ou une fringante Khaleesi. Le tout est à partager entre amis, bien entendu. Donc l'idée de BeFake était marrante, qui était posté en fait uniquement des photos manipulées par l'IA en connaissance de cause et pour le fun, mais c'est trop facile à copier. Donc j'ai une pensée pour lui, petit ange parti trop tôt, avant même d'être arrivé peut-être. Alors je l'enterre peut-être un peu vite, BeFake, c'est vrai, mais c'est vrai que ça va être dur de se différencier parce que bien entendu toutes les grosses plateformes non seulement vont prendre le train en marche, mais en plus elles ont de gros moyens, donc s'il faut payer DALL-E, OpenAI ou tu vois des serveurs pour faire tourner Stable Diffusion, ils peuvent offrir ce genre de fonctionnalité et probablement même peut-être plus facilement qu'une startup. Donc, tu m'étonnes. BeFake, ça va être difficile. Ouais, effectivement. Et Snapchat qui décidément veut investir ce sujet, ils veulent être présents quand il y aura un virage qui sera lui-même pris. Pendant qu'on parle d'intelligence artificielle, on peut regarder un petit peu ce qui se passe, Guillaume, en matière de mobilité appliquée. Oui, alors cet été, les taxis autonomes ont été autorisés à San Francisco, par exemple, tu vois. Alors ils se sont bien comportés pendant leur phase de test, et donc les courses payantes ont pu commencer. Alors les courses, parce que jusqu'à présent ils étaient autorisés, mais on pouvait pas, c'était pas des vrais taxis. Là maintenant c'est des vrais taxis qu'on peut payer, etc. Histoire de récupérer un petit peu d'argent de poche, et ça se passait pas mal. C'était tranquille, oui, il faisait beau, c'était bien. Mais que veux-tu, il peut pas y avoir que du beau temps à la météo de la vie. Et une semaine plus tard, 2 accidents impliquant des cruises ont eu lieu. Il y a une ambulance qui aurait aussi été ralentie par des robots taxis, arrêtés, et le retard aurait conduit à la mort du patient qu'elle transportait. Alors, c'est assez facile de se baser sur ces titres pour dire que les voitures autonomes sont pas prêtes, qu'elles sont trop dangereuses, etc. La réalité est beaucoup plus complexe et nuancée. D'ailleurs, dans le cas de l'ambulance, la vidéosurveillance ne montre pas de manière claire qu'elle n'avait pas la place de passer, parce que le trafic continuait de circuler à droite de la voiture qui est arrêtée en réalité. Ah. Donc il y a 2 autres crashs impliqués aussi des cruises, donc dans ces 2 autres crashs, donc il y en a une qui s'est plantée dans un camion de pompiers. En fait, le camion répondait à une urgence et les voitures autonomes n'ont pas cédé le passage comme elles auraient dû. Donc il n'y a pas eu de blessés graves. Et l'autre s'est pris une voiture qui aurait grillé un feu rouge à une intersection, donc l'autre sera pas en tort, tout simplement. Il n'y a aucun accident mortel qui a pour l'instant été provoqué par des cruises, et encore moins par des Waymo, heureusement. Le pire qui soit arrivé à une Waymo, c'est d'écraser un chien qui a traversé n'importe comment, et d'ailleurs il y avait un gars dedans qui aurait probablement pas pu l'éviter de toute façon. Cruise et Waymo, ils ont collectivement accumulé presque 13 millions de kilomètres parcourus sans pilote. Sont vraiment 100 personnes dedans, dont presque 7 dans les rues de San Francisco. Et là-dessus, il y a eu 102 incidents. Et j'utilise le mot incident parce que l'immense majorité sont des accrochages, parfois sans aucune conséquence. Pour les Waymo surtout en fait, 26 fois d'autres véhicules leur sont rentrés dedans, 4 fois on lui a fait des queues de poisson, 9 fois elle a percuté à faible vitesse des véhicules arrêtés, ou des objets comme des caddies ou des bites de chantier. Donc Cruise a eu un petit peu plus d'accidents, 63, qui sont comme pour Waymo en majorité des accrochages sans gravité, ou alors elles étaient pas en tort. Cruise se fait rentrer dans le derrière un peu plus souvent que Waymo, et elle a un petit peu plus de mal aux intersections, donc c'est peut-être un logiciel un peu moins abouti, c'est pas étonnant parce que Waymo a été le premier, Cruise est rentré bien plus tard dans le game. Waymo avait déjà totalisé 32 millions de kilomètres, avec des humains dedans, dans le total. Cruise en était à peine à 3 millions, en 2020. Donc il y a des erreurs, c'est normal. De toute façon, on peut pas demander à une voiture autonome de n'avoir jamais de problème, c'est pas possible. On ne demande pas le postulat de départ, oui. Voilà, on ne demande pas à un humain de ne jamais faire d'erreur. L'enjeu, c'est de savoir si les voitures autonomes sont autant, et préférentiellement bien sûr, plus sûres que les humains. Et franchement, si on prend Waymo, on a un accrochage tous les 100 000 km en moyenne. Donc c'est quand même franchement pas mal. Quant à Cruise, ces données lui indiquent que, je cite, au cours de son premier million de kilomètres, ces véhicules ont eu 56% d'accidents en moins par kilomètre qu'un conducteur humain. Et Cruise a estimé que ces voitures avaient 73% moins de chances d'être impliquées dans un accident avec un risque de blessure grave et 93% moins de chances d'être le principal responsable d'un accident. Bon,
Bon, ça c'est Cruise qui le dit, mais c'est vrai que de toute façon, si on regarde les statistiques publiques de Waymo et Cruise, statistiquement, les voitures autonomes semblent déjà plus sûres que les humains. Est-ce qu'elles le sont vraiment ? C'est possible que oui, mais là encore, c'est pas si simple. Déjà, et heureusement, les accidents fatals sont très rares. Aux US, il y en a un tous les 160 millions de kilomètres. Ce qui fait réaliser que finalement on n'a pas autant de recul que ça sur les Waymo et les Cruise. Hein. On est à des millions de kilomètres, mais bon, il en faudra encore. Ensuite, les millions de kilomètres qui ont été parcourus sont pas tous des kilomètres représentatifs. Parce que pendant longtemps, les Waymo ont eu un conducteur dedans déjà, et ensuite elles se sont baladées toutes seules, mais dans des banlieues quasi désertes. Et c'est qu'assez récemment finalement qu'elles ont fait le grand saut dans le chaos de San Francisco. Donc il faut être juste, hein, elles s'y débrouillent pas si mal. Mais on manque encore de recul dans ce genre de conditions, et leur comportement est pas forcément tu vois, il est pas forcément parfait, dans le sens qu'elles conduisent comme des papilles un peu. Et un papy, c'est pas dangereux a priori, hein, mais ça peut être pénible, ça peut être carrément gênant, et ça peut être indirectement dangereux. Tu vois, et par exemple, s'il est vraiment établi que ça peut ralentir des ambulances, voilà, c'est un exemple évident où c'est chiant, quoi. Mmh. Donc, en comparant, en plus, il faut voir aussi que, par exemple, les chiffres, quand on prend les chiffres donnés par Cruise, c'est probablement, il compare probablement avec un conducteur moyen. Or, un conducteur moyen, ça place pas la barre vraiment très haute. Parce qu'il y a pas mal de très mauvais conducteurs en réalité, et le conducteur moyen, c'est pas un très bon conducteur. Si tu prends comme référence un conducteur expérimenté, c'est mieux, il y a énormément moins de problèmes, et donc il vaudra mieux partir de là. Donc déjà, ça, c'est pas la même chose, et puis évidemment, il faudra aussi étendre les tests à toujours plus de lieux, et toujours plus de conditions différentes. Donc il faut rester prudent, hein, c'est le cas de le dire, toujours. Mais bon, on peut dire que petit à petit, les véhicules autonomes commencent à faire leurs preuves, vraiment. On n'y est pas forcément encore, mais ça se rapproche quand même. Ouais, il y a aussi un élément qu'il faut pas perdre de vue, c'est que là, on est dans un environnement où ces voitures autonomes circulent parmi des flottes de véhicules pilotés par des vrais humains. Ce qui serait aussi intéressant de comparer dans un monde idéal, c'est des flottes de véhicules autonomes dans lesquels il n'y a pas de perturbation humaine, quoi. J'imagine que là, évidemment, il y aurait quelque chose de très différent. Évidemment, il y aurait que des papilles, ce serait pépère. Voilà, il dirait chacun le rythme. Et puis tu pourrais t'énerver comme ça changerait rien parce que la conduite ne changerait pas. Je pense que ce sera ça la situation idéale qui fera que la conduite sera devenue en fait, ce sera des transports en commun, ce que je suis en train de décrire, quoi, finalement, mais à l'échelle de voiture. Intéressant. Tu as mis dans le conducteur un mot-clé qui ne peut pas me laisser indifférent, Guillaume, une vraie Madeleine de Proust pour moi dans le domaine des jeux vidéo, et j'ai compris que tu voulais nous parler de drone. J'ai vu que tu as mis le mot Wipeout, Guillaume. Ben oui, parce que qu'est-ce qui ressemble le plus à Wipeout de la vraie vie ? C'est une course de drone, et en particulier une course de drone vidéo. C'est vraiment impressionnant à voir, hein. C'est des courses de drone dans la première personne. Donc tu pilotes le drone via le flux vidéo qu'il renvoie, et donc c'est comme si tu étais dedans. Et franchement, la vitesse à laquelle ça va, les acrobaties qui sont faites pour optimiser les temps, c'est dingue. Et moi, ça me donne la nausée. C'est anti-gravité, quoi. C'est fou, c'est incroyable. Et bon, comme dans Wipeout, les IA sont super fortes aussi, et même plus que les humains désormais. Parce qu'il y a des chercheurs de l'université de Zurich qui ont mis au point un système d'intelligence artificielle qui s'est formé tout seul, en simulation, par essai-erreur. Alors il y a 100 instances de drones, donc en 3D, hein, dans un environnement virtuel, qui testent des trucs en parallèle et qui utilisent uniquement le flux visuel et les données inertielles. Donc ils utilisent ça, et ils détectent aussi, ils utilisent ça pour détecter aussi les portes qu'il traverse, hein. Donc comme c'est des portes qui sont carrées, il faut visualiser un parcours, en fait, c'est des portes comme ça carrées qui sont positionnées en 3D, et donc on doit faire un circuit particulier en passant les portes dans un certain ordre. Donc ces portes carrées, elles sont hyper importantes, donc elles sont détectées et reconnues très 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 rapidement, et le truc s'en sert pour déterminer sa position, où est-ce qu'il doit aller, etc. Et donc l'expérience acquise par les robots virtuels est totalement transférable en conditions réelles. Le système s'appelle Swift, il est bien nommé, hein, et il est capable de battre des champions de niveau mondial. Alors on lui rajoute une petite couche pour combler les incertitudes sur, par exemple, les flux d'air, etc. Parce que dans les conditions réelles, c'est pas comme en 3D, il peut y avoir des courants d'air, etc. Donc il faut en prendre en compte, mais ça marche vraiment très bien. Le drone piloté par l'IA est plus rapide, il est plus efficace, hein, il prend des virages qui sont encore plus serrés. Par contre, il est aussi un peu moins adaptable. Donc ça veut dire que, par exemple, si on change la lumière,
les humains, ils peuvent s'en sortir pas mal, alors que les IA, par contre, c'est un peu la cata, quoi. Ils sont un peu exigeants, hein, c'est un peu des princesses, ils ont besoin de leur petit environnement idéal. Hein. C'est exactement ça, c'est encore un petit peu des princesses. Si elles s'éloignent un petit peu trop des conditions d'entraînement, alors là, voilà, les humains ont encore le lead. Alors c'est probablement possible d'améliorer ça, hein. D'ailleurs, dans un tout autre calibre de trucs qui volent, l'US Air Force demande des gros sous pour développer des drones, eux aussi. Par contre, c'est des drones qui ont la taille d'avions de chasse, hein, donc c'est vraiment des gros trucs. Des drones qui sont 100% autonomes et qui pourront faire des missions tout seuls ou assister des pilotes humains en combat, voire y aller à leur place. Donc il y a Kratos, non, aucun lien avec, avec le dieu de la guerre. Kratos qui a déjà donc le drone XQ-58A Valkyrie, qui est en test depuis 2020 et qui en fait veut passer à l'étape supérieure, quoi. Donc il demande à l'Air Force de déployer tout ça, et pour ça il lui demande aussi 6 milliards de dollars sur 5 ans. C'est cher. Après, suprématie aérienne, tout ça, peut-être que ça les vaut. En prime, le gros drone peut larguer aussi des petits drones. C'est vraiment trop mignon. Oh. Et dire qu'il fut un temps où on avait peur des armes autonomes. Tu sais, on faisait signer des pétitions, tout ça. C'est fini, ça. Ça paraît loin. C'est fini. Dans la famille, la tech et l'IA bouleversent le monde des métiers et a des impacts durables peut-être sur nos professions. C'est un sujet là aussi récurrent et un peu fil rouge de Tech Café durant ces derniers mois. Tu reviens sur une panique chez les web designers. Ouais, les IA qui piquent des jobs humains, ouais, c'est vrai que c'est récurrent, ça le restera probablement jusqu'à ce qu'elles les aient tous pris, en fait, hein, tout simplement. C'est ce qui motive en partie la grève majeure des acteurs scénaristes, hein, même si on a encore bien du mal à quantifier l'impact réel qu'elles auront. On a un petit aperçu de tout ça en regardant ce qui se passe à droite, à gauche, et en particulier en Afrique du Sud, où les web designers ont le gros somme. Par exemple, Donald Bengu gagnait 2400 $ par mois en 2022, il en gagne plus que 270 aujourd'hui. Et il n'est pas le seul à constater, d'une part, la raréfaction des offres, mais aussi les prix cassés auxquels elles apparaissent. Puisqu'on est passé en moyenne de 2040 $ par mois à 643 $ par mois pour un freelance. Il y a encore 5 ans, web designer en Afrique du Sud, c'était un plan de carrière. Le marché était florissant. Aujourd'hui, pour survivre, si t'as pas de connaissances en plus sur les serveurs, le back-end, la programmation, tout ça, si t'es juste web designer, c'est plus viable. Et la raison, elle est connue de tous, c'est qu'il y a plein d'outils, dont certains dopés à l'IA, hein, comme ChatGPT en premier lieu, qui permettent de faire ce qu'un pro faisait et de le faire pour pas beaucoup plus cher, en fait, pour beaucoup moins cher, en réalité, qu'un pro. Pour pas beaucoup cher, ça veut dire, effectivement. Pour pas beaucoup cher, je vais y arriver. C'est ça, donc en gros, les pros le faisaient, mais pour beaucoup plus cher que ce qu'on peut faire maintenant. C'est pas tellement secret, puisqu'il y a un jeune de 20 ans qui témoigne même ouvertement dans Rest of World, hein, de comment il casse les prix du marché en utilisant ChatGPT pour le code et le design basique. Et après, il retouche avec d'autres logiciels, et voilà, il s'est formé tout seul sur YouTube. Créer un site ne lui coûte pratiquement rien, donc comment ne pas résister à la tentation de proposer des tarifs imbattables? Pour dans les 100 $, il offre un site fonctionnel, et il y a même un nom de domaine en prime. Punaise. Et bon, il n'y a pas besoin d'aller aussi loin que l'Afrique du Sud, hein. Allons en Espagne, par exemple, où les rédacteurs de chez Gizmodo, mais Gizmodo en espagnol, n'ont plus de boulot du tout, parce que la maison mère a décidé de se contenter d'une traduction automatique de tous les articles du site américain. Voilà, c'est tout simple. Hein. Après 13 ans, les journalistes ont été remplacés par un traducteur automatique, ça fait mal. Après, c'est Géomédia, rappelons-nous, hein, c'est pas leur premier scandale là-dessus, c'est eux qui avaient déjà publié des articles générés par des IA qui étaient vraiment pas ouf sur Gizmodo, hein, et qui avaient été retirés, après. Alors, voilà, demain, tous cliqueurs, voilà, tous abonnés au petit boulot, non, même au micro-boulot, parce que ça donne pas envie, tu vois. Donc il y a par exemple la Sonia Colo, une brésilienne, qui est dans ce cas, hein. Et il y a tellement peu d'offres d'emploi correctes dans son truc qu'elle en est réduite à passer sa vie sur Amazon Mechanical Turk, sur Appen ou sur TELUS. Et donc elle court toute la journée après les micro-boulots, qui payent, des micro-boulots qui micro-payent, bien entendu. Et donc elle doit passer entre 10 et 12 heures à faire ça par jour, 7 jours sur 7, pour gagner un temps soit peu sa vie, hein, parce qu'il faut 90 tâches par jour pour espérer surnager. Puis elle a des enfants en plus. Et donc, parce que là aussi les prix ont chuté d'ailleurs, ça a chuté de 800 à 300 $ en quelques années. Et au Brésil, il y a quand même 1,5 million de personnes qui travaillent comme ça, qui sont esclaves de leur écran et des notifs Chrome pour faire des micro-boulots. Ça en fait du monde. Qui sont d'ailleurs en grande partie utilisés pour entraîner les IA et pour fabriquer des datasets et les trier, les nettoyer, etc. Les qualifier, effectivement. C'est pas forcément réjouissant, Guillaume. On va aussi s'intéresser à Google qui déploie ses services un petit peu partout dans le monde. Ouais, c'est de plus en plus le grand saut pour Google, qui étend sa recherche générative, donc le fameux SGE. Donc c'est
Search Generative Experience, un truc comme ça. Donc il étend cela, alors ça c'était donc aux États-Unis, et il étend ça à 2 gros marchés qui sont le Japon et l'Inde. Donc SGE, c'est clairement la réponse à Bing Chat. C'est aussi un questionnement existentiel pour l'ensemble du web, hein. On va voir s'il est massivement utilisé, donc ça va être intéressant à suivre. Et bon, au-delà, Google lance aussi Duet, qui est sa réponse à Copilot de Office 365. Alors c'est pareil, c'est une collection d'outils IA pour un petit peu tout. Générer du texte, faire des comptes rendus de réunion, générer des images, analyser des documents, etc. Donc Duet, c'est un service qui est facturé $30 par mois, en plus de l'abonnement à Google Workspace. Donc c'est assez cher, il me semble, puisque Copilot sera inclus dans l'abonnement normal à $12,50 de chez Microsoft. Alors Microsoft peut-être essaye encore une fois de casser les prix, de couper l'herbe sous les pieds des concurrents, d'occuper le terrain, en s'asseyant sur ses marges, c'est tout à fait possible. On verra bien, en tout cas, si les outils génératifs, d'un côté comme de l'autre, sont à la hauteur des promesses, qui sont quand même assez ambitieuses, il faut le dire. Les outils génératifs sont-ils vraiment prêts pour le secteur pro? Sont-ils assez fiables, suffisamment utiles pour justifier leur existence et leur prix? C'est pas encore si évident que ça, tu sais, les premiers retours de Duet, par exemple, sont pas incroyablement enthousiastes pour le moment. Alors, bien sûr, c'est le début, c'est des outils qui sont en version 1.0, faudra attendre un petit moment, on va voir à quel point la hype continue, d'ailleurs, après une sorte de reality check. Parce que bon, l'IA est là pour rester, je veux dire, c'est un changement de paradigme qui est clair, c'est révolutionnaire, je pense que ça, c'est indéniable. Pour autant, on voit bien qu'il y a des investissements colossaux, monstrueux, il y a aussi énormément d'attentes, énormément de promesses, énormément de faux mots, et donc il y aura aussi des déceptions, c'est sûr. Il y a un côté hype qui va probablement se confronter à une réalité, et ça une réalité des capacités, une réalité des usages, et surtout une réalité économique, tout simplement. À quel point est-ce qu'on aura une rentabilité sur ces investissements pharaoniques ? Pour l'instant, l'argent coule à flot, mais à un moment donné, il va falloir des retours sur investissement, puis il va falloir des sacrés retours pour justifier tout ça. Donc, on va voir comment tout ça va se goupiller. Ça va être vraiment intéressant, et surtout, ce qui est cool, c'est que on va commencer à pouvoir juger de tout ça avec le déploiement massif de Duet, de Copilot et compagnie, quoi. Donc, c'est intéressant. Un potentiel à évoluer et à mettre en regard des attentes du grand public et des usages. Et puis, on va terminer toujours dans cette section intelligence artificielle, mais en parlant un petit peu d'un fabricant qui est peut-être amené à prendre un virage à marche forcée, comme on dit, Guillaume. Ouais, une news rapide pour mentionner que Baikal est mort. Alors Baikal, c'était qui ? C'était le fabricant russe de processeurs. Le seul, peut-être, je sais pas. En tout cas, il était en faillite. Sa mort est pas une bonne nouvelle pour la souveraineté technologique russe, j'imagine. Même si Baikal faisait des puces un peu datées d'un point de vue occidental, c'était quand même des puces fonctionnelles, des puces russes, faites maison, et qui trouvaient facilement preneur. Après, économiquement, en Russie, ça doit être chaud. Donc Baikal annonce vendre ses propriétés intellectuelles et dit vouloir pivoter vers les accélérateurs pour l'IA. What else, évidemment. Bon, avec quel argent et comment, ça reste très très flou, derrière même un brouillard de guerre probablement, donc j'en sais vraiment pas plus. Mais c'est un virage possible en tout cas, et on va aborder notre ultime rubrique, une ultime rubrique, Guillaume, où on a plusieurs plateformes pour lesquelles on va relayer quelques news. Je vais y arriver. YouTube et Facebook sur leur traitement et leur algorithme de l'information, Guillaume. Oui, on a une bonne nouvelle qui vient de YouTube. Youpi, c'est quand même pas tous les jours. Surtout quand ça concerne la radicalisation en ligne, tu vois, c'est pas des sujets super fun. En 2016, alors que la polarisation politique était déjà un gros sujet et qu'une conséquence très concrète allait arriver, une conséquence avec une grosse mèche blonde, un surpoids et un bronzage vraiment étonnant, et en 2016, donc, YouTube était sous le feu des critiques parce qu'on pouvait facilement voir qu'en cliquant sur les liens recommandés par son algorithme, on se retrouvait devant une suite de vidéos de plus en plus cheloues, de plus en plus conspirationnistes, de plus en plus extrémistes. Bref, YouTube pouvait pousser les gens dans ce fameux trou du lapin, through rabbit hole, comme disent les Américains, selon l'expression consacrée, avec des vidéos comme ça, cette espèce de spirale de vidéos de plus en plus extrêmes. En 2019, YouTube a changé son algo pour réduire le plus possible ce type de contenu, ainsi que d'ailleurs les contenus borderline, ce qui incite à aller un petit peu plus loin, les plus profonds dans le trou. Donc c'est allé de pair avec une grosse vague de démonétisation. Je t'ai entendu rigoler. Oui, pardon. Bref, pas dit. Alors maintenant que c'est fait depuis un petit moment, ce changement d'algo, qu'on a du recul, la question reste évidemment, est-ce que ça a marché ? Et la réponse est oui. Oui, en fait. C'est bien, ça. Oui. Une étude de l'université de Dartmouth semble le prouver. Elle porte sur 1181 personnes via une extension Chrome développée pour l'occasion. Pendant plusieurs mois, on a analysé
le comportement en ligne, et en particulier sur YouTube, de tous ces gens. Et sur ce panel, seuls 6% ont regardé des vidéos extrémistes, et la majorité les a explicitement cherchées. Et c'est explicitement abonné à ce type de chaîne. Donc, pas de trou du lapin à l'horizon. Voilà, les gens qui recherchent ce contenu sont ceux qui sont déjà réceptifs par ailleurs à ce type de truc, pas à leurs idées ou à leur orientation politique. En fait, le phénomène d'escalade dans les vidéos extrémistes n'est arrivé que pour 1% des gens, et ça ne représente qu'une infime minorité des vues de ce type de vidéos. Bon, est-ce que ça prouve que la radicalisation sur YouTube c'est fini? C'est évidemment, c'est dur d'en être sûr, puisqu'on a des données que pour fin 2020 après tout, et il est même possible que le marché était déjà saturé. Je veux dire que la majorité des gens réceptifs soient déjà casés. Plus ou moins, qu'ils se soient casés pendant la période avant le changement d'algo, quoi. Donc on est toujours aveugle, parce qu'évidemment on est toujours aveugle à une certaine partie des données, évidemment, forcément, et même la majorité des données, malheureusement. Et donc il y a une autre étude sur la polarisation politique sur Facebook, qui souffre un petit peu de la même limitation. Puisque sur Facebook, tu sais qu'on a beaucoup accusé Facebook d'attiser la polarisation politique. Et donc il y a eu une étude récemment là-dessus, et c'est une étude qui indique qu'il y a bel et bien une bulle de filtre sur Facebook. Tiens absolument. Donc, c'est étonnant. Mais qu'aujourd'hui, elle n'affecte que peu l'opinion politique générale. Donc Facebook ne polarise pas ou ne polarise plus. En fait, on ne sait pas. Parce que ce que ça dit, c'est qu'aujourd'hui, ça n'affecte que peu l'opinion politique générale. Mais avant. Mais on ne sait pas parce qu'on n'était pas là avant. Et c'est un petit peu le problème. Est-ce que Facebook ne polarise pas tant que ça? Ou est-ce que tout le monde est déjà tellement polarisé que ça fait plus de différence? Ça, c'est très dur à savoir. Donc il est clair aussi par l'étude de YouTube que le contenu extrémiste, il est toujours là. Il est toujours en ligne, hein. Et puis bon, même si ce n'est qu'1% des gens qui se trouvent dans le trou du lapin, qui se trouvent entraînés dans cette spirale, vu la taille de YouTube, ça fait quand même beaucoup de gens dans l'absolu. Bon, ne boudons pas notre plaisir, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, qui montre que quand les plateformes font des efforts, ça fait pas rien, ça a une efficacité, donc il faut continuer, il faut faire des efforts. Ce qui montre également que les alertes avaient lieu d'être et qui, en quelque part, c'était bien de mener ce combat de manière générale. Dans le contexte légal qui est le nôtre en 2023, il y a une question dont on peut raisonnablement se poser, c'est dans quelle mesure Microsoft ne mettrait pas en avant Teams de manière privilégiée. C'est vrai que c'est une question qu'on s'est beaucoup posée, notamment avec l'arrivée des confinements, des distanciations. Il y a eu l'ère Slack, Zoom et évidemment Teams s'est imposé. Et puis on se disait, mais quand même, ils mettent Teams un peu partout. Est-ce que c'est pas quand même de nature à leur créer des problèmes? On sait qu'ils ont un historique avec Internet Explorer. J'ai l'impression qu'ils préviennent plutôt qu'ils tentent de guérir sur ce sujet, Guillaume. Oui, c'est vrai que Teams fait partie d'Office du pack Office 365. Il fait partie d'Office, c'est qu'à le dire. Et effectivement, ça pourrait exposer, comme toujours à Microsoft, des problèmes d'antitrust. Et c'est donc... On continue à parler un petit peu de réseaux sociaux, et c'est aussi une conséquence potentielle du DSA. Parce que finalement, Microsoft, pour s'éviter ce genre de tracas, devrait retirer Teams du pack Office en Europe. Donc c'est pour éviter des poursuites un petit peu embarrassantes. Alors du coup, les abonnements sans Teams pourraient être un petit peu moins chers. On parle de 2 € par mois, de moins. Évidemment, il sera possible par ailleurs de s'abonner à Teams de manière complètement indépendante. Et je suppose d'ailleurs que si tu t'abonnes à Teams avec le pack Office 365 allégé, probablement l'ensemble est plus cher que si tu l'avais déjà dedans. Mais probablement. Enfin bon, on verra bien. Toujours est-il que ça fait partie d'un changement, encore une fois, spécial dédicace DSA, pour nous les Européens. Et il y en a un autre qui pourrait venir de Meta, qui est assez intéressant, qui ouvre une perspective intéressante, puisque Meta pourrait offrir un abonnement payant à ses services, qui du coup serait sans pub. Donc, c'est une arlésienne, Facebook payant, on en a parlé il y a de ça des années. C'est vrai, mais bon, on commence à avoir des services un petit peu premium comme ça, enfin un petit peu plus premium, effectivement sur Instagram et tout, c'est déjà arrivé. Mais par contre, le cœur de métier, non, il y a toujours de la pub. Là, ça pourrait effectivement, on pourrait s'acheminer vers un avenir où on aurait des services payants
mais où il n'y a plus de pub, donc en fait un service où tu ne serais plus le produit, mais où du coup ce sera plus gratuit. Donc on pourrait imaginer un Facebook sans pub qu'on pourrait aussi utiliser sans algorithme grâce au DSA, avec un flux qui serait purement chronologique. Et donc on y passerait 5 ou 10 fois moins de temps, et ça serait super en fait. Ce serait peut-être pas si mal. Avec Meta Verified qui est déployé maintenant, qui se déploie, où tu peux payer, notamment pour avoir une petite coche bleue, il semble bien qu'il y a quelque chose qu'on peut faire. Bah oui, on paye pas assez de services. Et puis un dernier mot au sujet de cette rubrique un petit peu légale, avec TikTok qui est en train de migrer les données qui concernent les Européens sur le vieux continent. Il y a des serveurs qui s'installent en Irlande, en Norvège également, des data centers, pardon, pas des serveurs, des data centers en Irlande, en Norvège. Donc on voit que là aussi, le cadre légal arrive à imposer à TikTok des mouvements qui étaient pas forcément identifiés comme étant possible. C'est un élément qui va probablement leur permettre d'apporter un petit peu de transparence. Est-ce que ce sera suffisant ? Je n'en sais rien. Ça reste à suivre. On va parler un petit peu aussi, pour terminer, Guillaume, des volontés des régulateurs de bloquer Pornhub, en tout cas limiter leur accès. C'est pas très fair-play, ça. En fait, c'est ce que tu identifies. Écoute, oui, disons, il y a une période où tout le monde était tout feu tout flamme sur les contrôles d'âge, sur les sites porno, pour exclure les mineurs des sites adultes. Ce qu'il faut faire, enfin, je dis pas le contraire, il faut pas qu'il y ait de mineurs sur les sites adultes. Mais le souci, c'est la manière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de bonne solution pour faire ça de manière simple, sécurisée, et en respectant la vie privée des gens et leur anonymat. Et sans détruire d'ailleurs aussi probablement tout un pan de l'industrie porno plus artisanale, qui n'a pas forcément les moyens de mettre en œuvre des services web complexes ou coûteux. En substance, c'est quand même ce qu'admet le gouvernement australien qui, comme à peu près tous les gouvernements planchés là-dessus, désormais il renonce à forcer la vérification de l'âge sur les sites pour adultes. D'ailleurs, ils ont même fait des études et ils ont évalué que les personnes gays et bi trouvaient un effet net positif de type éducatif au site porno. Je sais que ça paraît incroyable, mais quand le lycée ne traite pas des questions qui t'intéressent, Internet peut le faire. Et bon, de même, d'ailleurs, ils se sont aussi rendus compte que le secteur australien du porno était constitué de pas mal de petits producteurs, plutôt vulnérables. Et bon, bref, maintenant, ils promeuvent plutôt un effort sur le contrôle parental qui doit être généralisé, gratuit évidemment, et puis simple. Bon, aux États-Unis, ça on s'oriente un petit peu vers là peut-être, puisque le Texas, qui voulait aussi requérir la vérification de l'âge, vient de se prendre un gros revers, puisqu'un juge a trouvé que c'était inconstitutionnel, tout simplement. C'est David Alan Ezra, qui a été convaincu par les arguments de la Free Speech Coalition, donc un collectif pour la liberté d'expression, qui a été rejoint aussi par un autre collectif de travailleurs du sexe, et bien sûr, les principaux intéressés, Pornhub en tête, bien entendu. Et bon, là, c'est un peu pareil. Ailo, comme il s'appelle maintenant, c'est le nouveau nom de MindGeek, souvenez-vous. Donc Ailo, désormais, affirme je sais, c'est dur, affirme qu'il ne veut, lui non plus, aucun mineur sur son site, mais qu'il faut qu'il y ait une vérification. Mais par contre, lui, il voit la vérification au niveau de l'appareil et pas au niveau des sites. Et donc, c'est toujours un petit peu cette idée-là. Idée dont je suis plutôt partisan, vous le savez, mais enfin bon, évidemment, je suis pas forcément le plus concerné par ce genre de problème. Évidemment, mais c'est un sujet qu'il faut continuer à adresser. Encore faut-il lui trouver les meilleures solutions possibles. Et spoiler, il n'y aura pas de solution parfaite, je pense. On termine avec une micro-rubrique jeux vidéo, Guillaume. Oui, alors c'est juste pour toucher deux mots de deux initiatives qui sont assez sympas. Deux initiatives, en fait, c'est deux jeux. C'est deux jeux qui sont faits par Digital Eclipse. Alors traditionnellement, c'est même pas vraiment des jeux, c'est des compilations de vieux titres. Alors c'est vrai que d'habitude, les compilations de vieux titres, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus sexy. Et pourtant, là, je pense que Digital Eclipse a trouvé un moyen de rendre ça vraiment intéressant et de mettre vraiment des plus-values qui donnent envie d'acheter les jeux. Alors, ils avaient commencé l'an dernier avec un truc qui s'appelait Atari 50, qui était tout simplement un jeu une compilation pour fêter les 50 ans d'Atari. Et en fait, il y avait déjà beaucoup de jeux sur cet Atari 50, il y avait 103 jeux, sur vraiment toutes les plateformes de la marque, mais en plus il n'y avait pas que ça. Tout ça a été organisé de manière vraiment très belle, avec beaucoup de documents, énormément de photos, énormément d'informations. Il y avait 60 minutes d'interviews inédites, il y avait des reportages, il y avait des bonus de tous les côtés, et la compilation en fait était vraiment, c'était un truc qui était mémorable. Et qui permettait de jouer à plein de jeux dans de très bonnes conditions, et d'en savoir même plus sur l'histoire d'Atari et des consoles, etc. Donc c'était vraiment
une sorte de musée interactif, un petit peu du jeu vidéo, en particulier voilà du jeu Atari, hein, des origines à plus ou moins nos jours, plus ou moins parce qu'évidemment Atari, ça s'arrête je pense à la Jaguar. Et bon, c'était vraiment une belle initiative, et Digital Eclipse a refait le truc pour Karateka. Alors Karateka, c'est un jeu de Jordan Mechner. Alors Jordan Mechner, bon, moi ça m'évoque Prince of Persia, clairement, et pas du tout Karateka. Mais avant Prince of Persia, que vous connaissez peut-être, il a fait un jeu qui a beaucoup marqué, qui s'appelait Karateka, et dans lequel il y avait déjà beaucoup des trouvailles et beaucoup de l'intelligence que Jordan a mis ensuite dans Prince of Persia. C'était un jeu très réussi, qui a fait date, qui était vraiment historique, et qui est donc présenté dans une version remasterisée, puis aussi dans sa version standard, et qui est surtout présenté pareil, sous forme d'une véritable histoire qui est racontée. D'ailleurs, la première chose que vous faites en utilisant, en prenant donc cette histoire de Karateka, c'est vous jouez au jeu auquel Jordan Mechner a joué. Vous voyez les documents, vous voyez des vidéos, les vidéos de son père qui a composé la musique, etc., etc. Il y a vraiment énormément de richesse qui a été rajoutée au jeu, et je pense que c'est vraiment la bonne manière de faire des rééditions. Je pense que Digital Eclipse a vraiment trouvé la vraie bonne manière de faire des rééditions et des compilations de vieux trucs, plutôt que de faire juste des images, vous cliquez, vous jouez au jeu. Non, c'est pas comme ça. Il faut vraiment contextualiser. Voilà, c'est contextualisé, c'est bien mis en scène, c'est instructif, c'est beau, et les jeux sont remasterisés de qualité, avec une bonne qualité, et c'est vraiment donc une belle initiative, et je pense que c'est comme ça qu'il faut faire, tout simplement. J'espère que ça fera école, quoi. Ça fera office quelque part de coup de cœur de Guillaume Poggiaspala pour terminer cet épisode supplément de Tech Café pour cette semaine. Je pense qu'avec cet épisode et l'épisode hebdomadaire, vous avez une veille hyper complète de l'ActuTech. On a fait une revue assez experte aussi dans cet épisode avec Hot Chips et puis tout ce qui tournait autour de l'ActuTech qu'on n'a pas pu traiter dans l'épisode hebdomadaire. Si jamais vous êtes convaincu par l'exercice, si jamais ça vous est utile, si jamais vous passez un bon moment, rendez-vous sur patreon.com/techcafé pour envisager un soutien. Et puis dans tous les cas, nous sommes largement preneurs de vos avis sur Apple Podcasts, sur Podcast Addict, et des étoiles sur Spotify qui permettent de donner la meilleure image possible de ce podcast, et donc de convaincre ceux qui souhaiteraient découvrir un contenu autour de l'information tech de qualité. J'espère que donc vous avez passé un bon moment. Si vous voulez prolonger le plaisir, rendez-vous sur Discord, techcafé.fr/Discord. Le raccourci vous renvoie directement sur le serveur. Vous n'avez plus qu'à vous inscrire et à discuter entre vous et avec nous, et pas forcément que de tech. Vous pouvez aussi parler notamment de jeux vidéo, de parentalité, et même de mobilité, hein. Il y avait des discussions autour des vélos, ça peut être intéressant de vous plonger dedans. Il y a un petit peu de discussion dans le domaine de la politique là en ce moment, peut-être que c'est pas plus mal d'ailleurs, ça évite de polariser le serveur Discord comme ça a pu être le cas sur YouTube et sur Facebook. Vous avez compris que c'est un enjeu sur lequel il fallait bosser. Guillaume, il est peut-être grand temps que tu puisses nous rappeler où on peut te retrouver sur Internet. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part, enfin ? Écoute, je sais pas, moi ça m'a donné envie de refaire un petit coup de Prince of Persia, tu vois. Eh oui. Je ne savais pas du tout qu'il y avait ce lien entre Karateka et Prince of Persia. Mais... Ben oui, Karateka et Prince of Persia. Alors, évidemment, c'est pas exactement... technologiquement, c'est plus avancé Prince of Persia, mais Karateka, ça tournait sur des trucs 8 bits, hein, donc il faut voir que c'est vraiment, vraiment plus vieux. Et donc, ouais, c'est tous ces jeux rétro que j'ai encore à essayer, à refaire, alors que j'ai Ghostwire Tokyo sur le feu, je sais plus quoi. Heureusement que c'est la grève des scénaristes. Starfield, ouais, mais Starfield arrive là, tu vois, et j'ai renoncé. Starfield, ça va être pas possible. J'aurais été très étonné que tu te consacres du temps à un jeu qui sortait comme ça de manière aussi récente, en fait. Non. Ouais. Non, mais de toute façon, je peux pas. Il faut que je garde du temps pour manger et me laver. Tu vois, Ça peut servir, effectivement, on a besoin. Oui, il faut que Tech Café sente bon quand on libère le studio, Guillaume, voyons, et que tu sois en forme, que tu sois bien nourri. Très bien. Et d'ailleurs, ça me fait penser que sur TO8, à l'époque, on devait avoir quelque chose qui devait s'inspirer de Karateka. C'était Karaté. Et c'était évidemment une version assez peut-être différente, mais bon, ça me fait penser. Faudrait que je creuse. Je vais voir s'il n'y a pas de l'inspiration. Merci beaucoup, Guillaume. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr. Et dans quelques jours pour un prochain épisode de podcast. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.